Review Demon Slayer saison 3 épisode 5, c'est maintenant, alors ne bougez pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et depuis quelques temps je suis votre guide analyse sur pas mal d'animés et mangas et aujourd'hui nous allons discuter ensemble de l'épisode 5 de Kimetsu no Yaiba saison 3. À la fin de cette vidéo, comme d'habitude, on passera en mode théorie, donc restez bien jusqu'au bout. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous plaît et à vous abonner si c'est pas déjà fait, je compte sur vous, ça récompense en quelque sorte le travail fourni et ça fait plaisir. Bon voilà, maintenant on peut commencer et avant toute chose, impossible de ne pas dire que cet épisode était une masterclass, surtout avec ce qui s'est passé à la fin. Ensuite, il y a un truc dont je n'ai pas souhaité vous en parler au début de mes reviews, pour ceux qui l'avaient pas remarqué, en fait, dans l'opening de cette saison, il y a un foreshadowing de cet épisode, et peut-être même qu'il ira plus loin avec la suite des épisodes. D'ailleurs, si vous ne savez pas de quoi je parle, ne vous inquiétez pas, on en parlera en fin de vidéo. En général, c'était un épisode assez riche en combats, avec une animation digne de celle dont on a profité en fin de saison 2, un épisode riche en émotions, pas mal de mystères, et plus précisément à la toute fin avec Genya. On aura aussi eu le droit à l'arrivée du pilier de l'amour, avec son sabre si particulier. Donc l'épisode débute avec Tokito Michiro en route avec Kotetsu sur son dos pour porter secours au forgeron Kanamori. Kanamori qui est lui aussi attaqué par un démon identique à celui qui a failli tuer le jeune Kotetsu. Sans surprise, en un clin d'œil, le pilier de la brume élimine le démon et sauve Kanamori. Maintenant que le forgeron est hors de danger, Michiro lui demande si son katana est prêt et s'il peut le récupérer. Kanamori lui répond qu'en effet son sabre est prêt mais qu'il faut aller le chercher. Assez surpris que ça a été aussi rapide, Tokito apprend de la part de Kanamori que c'est à la demande de Tanjiro qu'il s'est dépêché de s'occuper de son sabre, ce qui a l'air de créer de plus en plus chez le pilier de la brume une affection particulière envers Tanjiro. Maintenant que Kanamori est sauvé, il faut aller vérifier si du côté d'Aganezuka tout va bien aussi. Arrivé à la cabane de Kanamori pour récupérer son sabre, Michiro remarque qu'ils sont attendus par un ennemi. En effet, le pot de la 5e lune fait son apparition et le démon à l'intérieur entame la discussion avec nos amis. Gyoko sort donc de son pot et le fait de les voir se préoccuper d'un endroit aussi banal que celui-là le force à les soupçonner de lui cacher quelque chose. Pendant ce temps-là, le village des forgerons est attaqué de toutes parts par les démons poissons sans que personne leur vienne en aide jusqu'à l'intervention de Mitsuri qui va très rapidement éliminer les démons à l'aide de son sabre qui fait beaucoup penser à un fouet et qui lui permet donc d'éliminer plusieurs cibles à la fois. Après avoir vu le pilier de l'amour éliminer la menace dans le village, on se retrouve maintenant face à un ennemi similaire aux autres mais clairement plus puissant au vu de sa taille et le nombre de peaux qu'il a sur le dos. Donc un démon plus fort que les autres qui a pour mission de capturer ou d'éliminer le chef du village des forgerons, ce qui d'ailleurs explique le niveau de puissance du démon. Étant donné que le chef dispose d'une protection représentée par les pourfendeurs, il était nécessaire d'envoyer un démon poisson beaucoup plus puissant pour mener à bien la mission. Ce démon tient dans sa main le chef des forgerons et s'apprête à l'écraser au grand désespoir d'un forgeron présent et d'ailleurs très courageux qui, malgré son inexpérience au combat, parvient à gagner du temps. Personnellement, je trouve ça assez incroyable ce que fait ce forgeron car il faut garder en tête que le démon face à lui a été assez puissant pour éliminer plusieurs pourfendeurs de démons qui protégeaient donc la maison du chef du village des forgerons. Heureusement, Mitsuri Kanroji arrive sur les lieux, ce qui va permettre le sauvetage du chef dont la protection est d'une importance capitale étant donné qu'il est, selon le forgeron qui tentait de le sauver, le forgeron le plus talentueux du village. Tout de suite, ce qu'on remarque, c'est le sabre de Kanroji qui est vraiment unique en son genre. Comme je le disais tout à l'heure, on a l'impression qu'elle manie un fouet. On nous apprend au passage que c'est le chef du village des forgerons qui l'a forgé et qui est donc à l'origine de ce sabre aussi particulier, ce qui montre aussi ses qualités. En l'espace d'un instant, elle élimine le démon, ce qui démontre l'étendue de sa puissance. J'aimerais aussi souligner que Michiro n'a pas compris tout de suite comment éliminer le démon poisson qu'il avait eu en face de lui lorsqu'il a sauvé Kotetsu. On se rappelle qu'il lui a fallu un premier coup pour comprendre que son point faible était le pot. Visiblement, Mitsuri, elle, a compris directement, ce qui lui a permis d'agir très vite dans un premier temps en éliminant rapidement les démons qui envahissaient le village pour ensuite intervenir et sauver le chef du village. Mitsuri Kanroji qui s'avère être très utile car sa technique permet l'élimination de plusieurs ennemis en un seul coup. Cela est très pratique quand on combat plusieurs ennemis, on l'a vu face aux démons poissons qui attaquent le village, et si on va plus loin, j'imagine déjà à quel point son pouvoir pourrait être utile face aux 4 démons représentant Atengu, donc Sekido, Karaku, Urogi et Aizetsu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle pourrait aisément leur trancher la tête en même temps et en un seul coup. Tout à l'heure, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai volontairement été ambigu sur les véritables intentions du gros démon poisson. Je disais qu'il était là soit pour éliminer le chef du village des forgerons, ou soit pour le capturer. Pourquoi capturer? Bah personnellement, ça me semble assez logique. Donc pour moi, ce démon avait en soi accompli sa mission lorsqu'il avait dans sa main le chef du village. S'il avait réellement pour mission de le tuer, il lui aurait simplement suffi de l'écraser dans sa main. Au vu de la taille de ce démon et sachant qu'il a éliminé à lui seul plusieurs pourfendeurs, il est maintenant clair qu'il aurait facilement
facilement pu écrabouiller le chef des forgerons. Ce qui est pour moi donc très clair, le but était de le capturer. Mais maintenant il faut savoir pour quelle raison. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi ou non. Le chef du village des forgerons sauvé, nous nous retrouvons dorénavant avec Tanjiro et Nezuko en plein combat face à la 4ème lune supérieure. On se souvient que l'épisode précédent s'était arrêté au moment où le frère et la sœur s'étaient évanouis suite à l'attaque de l'un des démons. Il semblerait malgré l'attaque que Nezuko soit parvenu à se relever et s'enfuir tout en ayant sur son dos Tanjiro. Malheureusement quelques secondes après, l'attaque de Sekido les foudroie tous les deux. Tous deux à terre, Urogi en profite pour les achever, mais notre jeune pourfendeur se lève, esquive et s'enfuit avec sa sœur sur son dos. Karaku se lance à leur poursuite et utilise son éventail mais sans résultat. Ensuite il enchaîne avec une seconde attaque qu'il ne ratera pas et qui va projeter Tanjiro et Nezuko en dehors de la maison. La zone est complètement détruite suite à l'attaque de Karaku, laissant place au gravat et à la poussière. Après l'attaque, Nezuko se retrouve à moitié coincé en dessous des débris, mais bizarrement Nezuko ne veut pas lâcher le sabre de Tanjiro et le tient si fermement qu'elle se coupe les mains. On se retrouve maintenant très rapidement du côté du pilier de la brume qui lui fait toujours face à Gyoko. Gyoko qui entame la discussion avec le pourfendeur et tient à leur montrer son chef-d'œuvre. Une œuvre d'art faite à partir de forgerons complètement recroquevillés, écrabouillés et gémissant de spasmes juste horribles. Cette scène est juste insoutenable pour Kotetsu et Kanamori qui reconnaissent parmi les forgerons écrasés des amis et collègues. D'ailleurs, faudra pas que j'oublie de vous parler d'une réflexion que j'ai eue concernant Gyoko à propos de sa passion qui est l'art. On en discutera donc dans la partie théorie en fin de vidéo. Évidemment, devant cette horrible scène, Mushiro a manifestement été touché et se jette sur la 5ème lune supérieure en ratant de peu de lui couper la tête. Gyoko esquive l'attaque de Tokito en se réfugiant dans son pot tout en passant dans un autre pot qui est apparu sur le toit de la maison. On sait pas du tout s'il a préalablement préparé des pots ou s'il les crée au fur et à mesure de son déplacement car on nous le montre pas vraiment en fait. Dès qu'il a vu l'autre pot, Mushiro n'a pas cherché à comprendre et a coupé en deux ce pot, ce qui n'a mené à rien étant donné que Gyoko s'est réfugié dans un nouveau pot. En ce début de combat, plusieurs questions tournent dans la tête du pilier de la brume, comme d'abord comment fait-il pour que ces pots apparaissent et comment se fait-il qu'il fuit. Le fait qu'il fuit est une bonne chose car c'est une preuve que ce démon a peur de se faire décapiter, ce qui veut donc dire au final que contrairement à Tengu, si Tokito parvient à lui trancher la nuque, alors il mourra et ce définitivement. Tout à coup, et suite à sa colère par rapport à la destruction de ses pots, Gyoko utilise une nouvelle attaque, toujours en invoquant des poissons, cette fois-ci différents, et surtout cracheur d'aiguilles. Malheureusement, ces poissons ne s'attaquent pas seulement à Mushiro, mais aussi à Kotetsu et Kanamori, un paramètre que le pilier de la brume a manifestement pas pris en compte, vu que pour les protéger, il arrive in extremis, ce qui l'empêche de contrer et lui provoque des blessures. Des blessures qu'il aurait pu éviter s'il n'avait pas rencontré Tanjiro, qui lui a fait changer d'état d'esprit. Des aiguilles qui s'est pris en plein visage et sur plusieurs parties du corps, des aiguilles qui sont en plus de ça remplies de poison et qui ne devraient pas tarder à lui paralyser les membres. D'ailleurs, Gyoko va lui rappeler que s'il est blessé, c'est parce qu'il a décidé de sauver des vies qu'il considérait il y a peu insignifiantes. Des paroles qui vont créer une réaction chez Mushiro qui va sans doute, grâce à cet acte, grâce à ce sauvetage, accéder à de nouveaux souvenirs de son ancienne vie. Et il se souvient d'ailleurs que la phrase précédente du démon, donc le fait qu'il est insignifiant, lui rappelle une phrase de quelqu'un d'autre qui utilisait les mêmes termes pour le décrire. Comme je le disais dans ma précédente review, plus Tokito agira de cette manière, donc plus il sauvera des gens, plus il aura accès à des souvenirs de son passé. Donc un nouveau trou dans la brume dans sa tête qui lui permet de se rappeler que cette phrase qu'il avait déjà entendue fait partie d'un événement qui s'est passé en été. Il faisait chaud, la porte de l'endroit où il était en ce moment était ouverte à cause de la chaleur. Il se souvient aussi du chant des cigales et ce même la nuit. À la suite de ça et tout à coup, Tokito Mushiro attaque Gyoko et parvient à toucher sa nuque sans pour autant la lui trancher. Suite à ça, Gyoko réagit et fait apparaître un nouveau pot où de l'eau va y en sortir pour envelopper le pilier, se retrouvant pris au piège dans une bulle d'eau. On revient maintenant du côté de Nezuko et Tanjiro et comme je disais tout à l'heure, Nezuko, de façon très bizarre, ne semble pas vouloir lâcher le sabre de Tanjiro. On comprend par la suite que la sœur de Tanjiro avait une idée derrière la tête et à l'aide de son sang sur le sabre, elle fait flamber avec son pouvoir sanguinaire la lame de son frère. D'ailleurs à ce moment-là, Tanjiro va remarquer que Nezuko, avec son pouvoir, a provoqué un changement de couleur de son katana. Il le sait lui-même, sous la chaleur, une lame noire devient rouge. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que la lame absorbe le sang de Nezuko et c'est cela qui provoque le changement de couleur. Et son sabre devient en fait un katana de sang igné. Au moment où Tanjiro lève son sabre, un nouveau souvenir lui vient, c'est plus précisément un souvenir héréditaire et cela explique pourquoi il ne reconnaît pas la personne qui lui adresse la parole. Cette mystérieuse personne semble parler d'un homme, d'un samouraï qui arrive à transformer la couleur de son sabre pendant qu'il combat, passant du noir de jet à du rouge. Évidemment, nous avons déjà vu ce samouraï. Elle parle de l'homme mystérieux aux boucles d'oreilles que Tanjiro a déjà vu dans un de ses rêves. Cette scène est clairement faite pour nous montrer les similitudes entre ce mystérieux samouraï et Tanjiro. Néanmoins, notre jeune pourfendeur va souligner un fait qui va créer une différence entre les deux personnages dont le destin est manifestement lié. Bien sûr, cela on en parlera après pour se concentrer et ne pas bifurquer. Bref, quoi que je dise après,
le résultat est le même. Le sabre est passé du noir au rouge, une aubaine pour Tanjiro car comme il le dit, à chaque fois qu'il s'améliore, des démons encore plus forts font leur apparition. Et malgré le fait que leur corps fragile de simples humains saigne et se blesse, quelqu'un finit toujours par intervenir pour leur venir en aide ou prendre le relais. Aujourd'hui c'est au tour de Tanjiro et il ne veut absolument pas décevoir ceux ayant placé leur espoir en lui et doit donc par tous les moyens vaincre les démons et protéger les vivants. Avec ce nouveau pouvoir, Tanjiro décide de sortir de sa cachette et se retrouve à présent devant Sekido, Karaku et Urogi. Karaku et Urogi sous-estiment clairement le nouveau pouvoir qu'a acquis le jeune pourfendeur et seul Sekido se rend compte de ce qu'il se passe devant lui et à quel point cela peut être dangereux. En voyant Tanjiro ainsi, il se rappelle qu'il a déjà vu un sabre enflammé et écarlate et ce dans les souvenirs de son maître Muzan. Il ajoute même que le sabre qu'a Tanjiro ressemble à celui du guerrier qui est parvenu à acculer son maître et qui a failli le tuer. Tout à coup, la cicatrice de Tanjiro grandit un peu plus et c'est à ce moment-là que notre pourfendeur se jette à l'assaut des démons avec derrière lui le fantôme du mystérieux samouraï présent dans ses souvenirs héréditaires. D'ailleurs nous entrerons plus en détail concernant cette scène dans quelques minutes. Donc Tanjiro en un éclair tranche la tête d'Urogi avec une facilité déconcertante, il enchaîne ensuite sur Karaku en lui tranchant la nuque ne le laissant même pas le temps de comprendre ce qui se passe, puis Tanjiro termine cette attaque en tranchant la tête de Sekido qui lui a tenté de contrer l'attaque en mettant son bâton devant sa nuque, une action qui n'a servi à rien étant donné que Tanjiro lui a aussi fait tomber sa tête. Son attaque, tête dansante, lui a permis, et ce très rapidement, de trancher la tête de 3 démons. Une attaque qui lui a demandé une longue réflexion en repensant à la puissance qui lui a permis en saison 2 de trancher la tête de la 6ème lune supérieure, Gyutaro. Il s'est surtout concentré sur son ressenti du moment, son souffle, son élan, son corps qui semblait s'embraser, ainsi que son front. Il a absolument tout saisi et il peut maintenant reproduire ce geste à tout moment. Et c'est de ça dont on va expressément parler en fin de vidéo, alors restez bien jusqu'à la fin. Bon, il a tranché la tête de 3 démons, il en reste maintenant plus qu'un, il s'agit d'Aizetsu qui lui combattait Genya. Par contre, j'ai encore beaucoup de mal à comprendre comment il faut vaincre ces démons, est-ce qu'il faut les décapiter en même temps ou est-ce que c'est possible d'attendre un peu avant d'éliminer le dernier? Par exemple, après qu'il ait décapité 3 démons et non 4, pour moi c'était clairement fichu, je me dis que s'il attend trop avant d'éliminer Aizetsu, les autres auront le temps de se régénérer et tout ce qu'il aura fait n'aura servi à rien au final. Il devra donc tout recommencer et cette fois ce sera beaucoup plus dur parce que là au moins il bénéficiait de l'effet de surprise, mais maintenant les démons vont être sur leur garde. Bref, ensuite Tanjiro parvient à trouver Aizetsu et ce qu'il voit semble être aux premiers abords parfait car il remarque que Genya a décapité le démon Aizetsu. S'il vient juste de le faire, cela pourrait vouloir dire qu'ils l'ont peut-être refait en même temps, ce qui condamne la 4ème lune supérieure à Tengu. Malheureusement c'était trop beau pour être vrai et dès que Genya se retourne, on voit qu'il a clairement un problème. Il a absolument tout d'un démon malgré le fait qu'il tient dans ses mains la tête d'Aizetsu. Il semble qu'il y ait eu un problème et que soit Genya est devenu un démon, soit un démon a pris possession de son corps. L'épisode se termine sur cette dernière image, donc Genya devenu un démon transperçant du regard le jeune Kamado Tanjiro. Passons maintenant en mode théorie et nous allons commencer par parler de la fin, donc des événements concernant Genya. Pour donner un sens à ce qui s'est passé, pour moi il existe 2 possibilités. Donc à la fin, comme on a pu le voir, Genya possède clairement les traits d'un démon, on a ses yeux qui le démontrent et la longueur de certaines de ses dents. Ce qu'on peut en déduire au vu de la situation et ce qui sera pour moi la première possibilité, c'est que juste avant de mourir, un des démons a pris possession du corps de Genya. Malheureusement, à part l'hypothèse d'un poison qui s'est vu être administré dans son corps suite aux nombreuses blessures qu'il a subies, nous ne connaissons aucun autre moyen de prise de possession d'un corps. Pour appuyer mes propos et vous prouver que je dis pas ça au hasard, je vais même vous dire que le démon qui a pris possession de son corps n'est pas Aizetsu comme on pourrait le croire, et étant donné qu'il est le dernier démon que Genya a affronté avant sa transformation, mais plutôt Sekido. Et pourquoi lui? Et bah tout simplement en raison de sa caractéristique, ou du moins de son émotion primaire qui est la colère. Quand on voit le visage de Genya, la première chose que l'on remarque c'est clairement la haine, la colère qu'il semble avoir avec les yeux grands ouverts, les dents serrées et les veines clairement visibles. Tous ces traits nous pouvons les voir chez le démon Sekido, mais pas chez les autres, et c'est cet argument qui me fait dire que c'est Sekido qui, si possession il y a eu, s'est accaparé le corps de Genya. D'ailleurs on peut se demander pourquoi c'est Sekido et pas Karaku, Urogi ou Aizetsu qui s'est emparé du corps, et pour cela l'explication est encore une fois assez simple. Depuis le début on remarque que Sekido donne pas mal d'ordre à ses 3 camarades, mais pour les plus attentifs on peut voir qu'aucun des 3 autres démons ne donne d'ordre à Sekido. De plus il est le seul à faire des reproches à ses camarades lorsqu'ils font des erreurs en combat, et quand c'est lui qui fait une erreur, comme par exemple le moment où il a laissé Tanjiro l'attaquer pour libérer Nezuko, absolument personne lui a fait de reproches. On peut aussi ajouter qu'il est le premier à s'être souvenu des souvenirs de Kibutsushi Muzan, il est donc le seul à ne pas avoir sous-estimé Tanjiro quand il s'est présenté devant eux avec sa lame enflammée, ce qui lui a peut-être laissé le temps d'assurer sa survie en préparant quelque chose qui le sauvera, comme par exemple le fait d'avoir pris possession du corps de Genya. En plus de ça, il est le dernier des 3 à se faire éliminer, ce qui lui a laissé quelques secondes de plus pour encore mieux comprendre la situation.
La seule chose qui peut mettre en doute ma théorie, c'est le fait que Genya, à la fin, n'a pas le signe des lunes supérieures dans ses yeux. Et cela pourrait donc complètement fausser ma précédente théorie, mais ça m'a fait réfléchir à autre chose que j'avais complètement zappé. Ce sera donc la deuxième possibilité qui concerne le fameux mystère autour de Genya, qu'on a pu voir dans les épisodes précédents d'ailleurs. Il s'agissait plus précisément du moment où Tanjiro avait remarqué que la dent de Genya avait repoussé. On se souvient que dans l'épisode où Tanjiro va pour prendre un bain aux sources chaudes et qu'il croise Genya, la première chose qu'il a reçue de sa part, c'est une dent qu'il a arrachée ou qu'il a fait tomber. Quelques épisodes plus tard, Tanjiro nous fait remarquer que la dent de Genya avait en fait repoussé, une remarque qui fait suite à un moment de silence et une sorte de malaise s'installe, car on sent que Genya ne veut pas expliquer pourquoi et surtout comment en fait il explique le fait que sa dent est repoussée, donc une info qui cherche clairement à dissimuler, à tel point qu'il ment ouvertement à Tanjiro en lui disant qu'il avait rêvé. Nous savons pertinemment que Tanjiro dit vrai et que c'est Genya qui ment. En sachant cela, il semble que Genya possède la faculté de se guérir seul, ou du moins de se régénérer. Il possède donc le même pouvoir que les démons, le pouvoir de régénération. Cela expliquerait d'ailleurs comment se fait-il qu'il soit capable de résister à des coups lui transperçant le corps. On peut aussi imaginer que tout cela a un rapport avec la chanson qu'il récitait lorsqu'il se battait contre Aizetsu. D'ailleurs, je tiens à ajouter qu'on a déjà vu des démons qui ressemblaient en tout point à des humains comme Tamayo et Yoshiro. Mais bon, le nouveau problème qui s'impose avec cette théorie, c'est qu'elle veut dire presque à 100% que les démons représentant Atengu sont morts et donc que la quatrième lune supérieure est morte, ce qui m'étonnerait beaucoup, surtout qu'on les a pas vu faire grand chose jusque là et très franchement ça me semble bien trop prématuré. Bon voilà pour ces deux théories, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant passons à la réflexion que j'ai eue sur Gyoko et sa passion pour l'art. Jusque là tous les démons qu'on nous a montrés et qui avaient une passion ou un comportement particulier avec un autre démon ou autre avaient pour origine leur vie humaine. En effet, si nous prenons l'exemple de Gyutaro, s'il s'est mis à combattre les pourfendeurs, c'était avant tout pour protéger sa sœur, une chose qu'il faisait déjà avant de devenir un démon. On peut aussi prendre l'exemple de Kokushibo qui, si nous admettons qu'il est la forme démoniaque de l'homme aux boucles d'oreilles dans les rêves héréditaires de Tanjiro, a donc lui aussi gardé une petite partie de son humanité à travers son sabre qu'il utilise encore. C'est d'ailleurs un aspect des démons que Kibutsushi Muzan déteste au plus haut point et ce qui rend les lunes supérieures si faibles selon lui. Donc en résumé, il est maintenant clair que la passion de Gyoko est un élément caractérisant son ancienne vie. On pourrait très certainement s'attendre au moment de sa mort à un flashback nous montrant ce qu'il crée comme œuvre d'art. À mon avis, ce sera des statues ou un truc dans le genre. En ce qui concerne le foreshadowing dont je vous ai parlé en début de vidéo, dans l'opening, à un moment, on peut voir que le mystérieux samouraï est derrière Tanjiro lors d'une de ses attaques, tout comme on a pu le voir dans cet épisode. Passons dorénavant au plus important et commençons par répondre à la question comment se fait-il que Nezuko ait eu l'idée d'enflammer le sabre de Tanjiro. C'est un réel mystère qu'il nous faudra élucider au fur et à mesure des épisodes. Mais par contre, ce dont je suis sûr, c'est que Nezuko savait pertinemment ce qu'elle faisait. Elle s'est délibérément fait saigner les mains avec la lame de son frère en la serrant assez fort, ce qui fit couler son sang sur le katana. On a ensuite vu qu'elle a utilisé son pouvoir sanguinaire sur le sabre. La seule explication plausible, c'est que Nezuko a elle aussi accès aux souvenirs de Kibutsushi Muzan. En réalité, le fait qu'elle soit un démon a très certainement un rapport avec Muzan. Elle a donc du sang du maître des démons en elle, ce qui, tout comme les autres démons, lui a permis, comme la sœur de Gyutaro, de voir les souvenirs de Muzan lorsque Tanjiro agissait de manière similaire au guerrier samouraï qui a acculé leur maître autrefois. Cela veut dire que Nezuko a donc elle aussi ressenti quelque chose la fois où Tanjiro a utilisé son pouvoir spécial en saison 2, ce qui lui a permis de comprendre aujourd'hui que si elle enflammait son katana, son frère serait capable d'éliminer leur ennemi. Donc son comportement indique qu'elle connaît peut-être le moyen d'éliminer les démons et même Kibutsushi Muzan. Pour cette scène, je ne vois absolument aucune autre raison cohérente qui pourrait expliquer le comportement de Nezuko. Pour finir, passons à la deuxième chose importante de cette vidéo, donc du pouvoir de Tanjiro. Maintenant que nous avons traité de Nezuko, il est temps de se concentrer sur le pouvoir que Nezuko a transmis à son frère et comment il l'a utilisé. Quand Tanjiro a vu son sabre prendre feu grâce au pouvoir de sa sœur, il a remarqué que son katana avait changé de couleur. Suite à cela, il accède à de nouveaux souvenirs héréditaires où il voit une femme inconnue lui expliquer qu'elle semble connaître un samouraï qui, lorsqu'il combattait, sa lame changeait de couleur. Elle lui apprend qu'en temps normal, son sabre est d'un noir de jet, et en voyant tout ça, Tanjiro se rend compte qu'il est dans un souvenir. Il comprend alors que le samouraï dont la femme parle est celui de son rêve héréditaire qu'il avait fait dans les épisodes précédents. Elle parle donc de l'homme aux boucles d'oreilles, ce qui veut donc dire que de base, son sabre était d'un noir de jet, comme celui de Tanjiro, et qui vient aussi donc de devenir rouge. Revenons juste 3 secondes sur ma théorie
précédente concernant Nezuko. Le visage choqué de Nezuko face à ce qu'elle vient de créer est révélateur. Son visage peut traduire deux choses, soit elle est choquée de ce qu'elle vient d'accomplir, soit le sang de Muzan réagit face à cette lame enflammée, ce qui donne ce visage inquiet et empli de peur qui s'ajoute à sa main tremblante. Maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bref, pour en revenir à Tanjiro, il est clair qu'il y a des similitudes flagrantes entre le fameux guerrier samouraï et notre jeune pourfendeur, mais il existe néanmoins une différence entre les deux et elle concerne le pouvoir qui a permis le changement de couleur du sabre. De toute évidence, le mystérieux samouraï était capable de provoquer cette modification de couleur à l'aide de personne, alors que Tanjiro a eu besoin du pouvoir de Nezuko, ce qui peut vouloir dire que les effets pourraient être différents. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, le résultat qu'a Tanjiro semble être le même et on va nous le prouver lorsque le jeune Kamado va s'attaquer aux trois démons. Par contre, j'ai l'impression que c'est seulement lorsque la lame de Tanjiro devient rouge qu'il peut contrôler l'apparition de sa cicatrice. En effet, vers la fin de l'épisode, Tanjiro nous apprend qu'il a longuement réfléchi sur les différentes sensations qu'il a eues lorsque son pouvoir a déferlé sur l'ennemi Gyutaro. Une réflexion qui lui permet aujourd'hui d'avoir un contrôle sur la prolifération de sa cicatrice et de l'attaque qu'il se sent capable d'effectuer avec. Une cicatrice qui est très similaire à celle du mystérieux samouraï mais qui est encore plus petite en taille chez Tanjiro. Je sais pas du tout si la taille de la cicatrice a un lien avec la puissance du pouvoir, mais on note que jusque là, plus elle a pris de l'importance et mieux Tanjiro arrivait à contrôler son pouvoir, ainsi qu'à tirer meilleure partie de la puissance qu'elle lui permet d'avoir. Pour en revenir rapidement sur ce que je disais juste avant, Tanjiro était dépendant du pouvoir de sa sœur pour parvenir à utiliser son pouvoir, et c'est donc ça la grosse différence avec le mystérieux samouraï. Maintenant, à mon avis, ce que devra faire Tanjiro, c'est de trouver un moyen de modifier la couleur de son sabre tout seul, pour pouvoir au final être totalement à l'origine de son pouvoir si spécial. On peut aussi rapidement parler du fait qu'à chaque fois qu'il est en contact avec quelque chose en rapport avec ce guerrier mystérieux, Tanjiro semble débloquer des souvenirs héréditaires qui le rapprochent de plus en plus de la vérité. On peut prendre l'exemple de l'après-combat contre Gyutaro où il avait déjà utilisé ce pouvoir. On peut aussi prendre l'exemple de cet épisode quand il se trouve en contact direct avec le katana devenu de couleur rouge. Bon voilà, je crois qu'on a traité d'absolument tous les sujets qui me semblaient être importants. Maintenant, si parmi vous il existe des fans de l'anime qui aiment les théories et la réflexion, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de tout ce qu'on a traité et quelles sont vos théories, je serais curieux de lire ça. Sur ce, je vais vous souhaiter une agréable journée ou soirée, à la semaine prochaine pour parler de l'épisode 6, prenez soin de vous, allez, ciao les potes!